Eh bien, si tout le monde est prêt, on va enchaîner en effet sur ce thème de la fraude et je vais vous faire réagir à ce qui vient d'être dit. On a en effet le grand plaisir d'accueillir un grand expert de la cybersécurité, Guillaume Poupart. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes un grand expert parce que vous avez été à la tête de l'association, alors je recherche le nom. De l'agence, de l'ANSSI. De l'agence, pardon, l'agence cybersécurité. En gros, vous surveillez l'espionnage étranger en France, notamment auprès des grandes entreprises, des grandes institutions. Votre expertise, vous la mettez au profit aujourd'hui de DocaPost, de la filiale de sécurité numérique de la Poste, en tant que directeur général. Ma première question toute simple, quelles sont vos principales missions aujourd'hui chez DocaPost? Alors au sein de DocaPost, qui est la branche numérique B2B de la Poste, le but aujourd'hui, c'est de développer nos systèmes numériques. Les différents axes, c'est le cloud. Le cloud, tout le monde en parle. C'est plus compliqué de savoir exactement de quoi on parle parfois, mais fondamentalement, on a besoin d'avoir des solutions qui soient robustes et qui soient sûres. Il y a encore des axes de progrès, surtout si on inclut des contraintes de souveraineté. Donc on a notamment un grand projet qui s'appelle NumSpot, qui vise à proposer des offres de cloud qui ne soient pas dépendantes des acteurs américains, pour ne pas les citer. Oui, juste sur ce sujet-là, peut-être précision, parce que vous avez raison, le cloud, on va être net, clair, fait encore peur. Pour les entreprises qui appréhenderaient justement ce passage-là pour le stockage de leurs données, le partage de leurs données, quelles recommandations leur faites-vous? Quelles précautions doivent-ils prendre pour le choix justement de cette délégation? Le fait d'avoir peur, c'est désagréable, mais c'est plutôt sain. Dans ce domaine-là, le fait d'avoir peur, c'est avoir conscience du fait qu'il y a un choix qui est stratégique, oui. Que les données et les process qui vont avec, c'est aujourd'hui le cœur de l'entreprise, dans tous les secteurs d'activité. Et donc le choix des prestataires, le choix des partenaires avec qui on va partager ces données, chez qui on va traiter ces données, est absolument essentiel. Et donc il y a évidemment des questions de fonctionnalité, il faut que tout ça soit efficace, il faut qu'il y ait un vrai gain à aller vers le cloud, et pas uniquement financier, mais vraiment en termes de fonctionnement. Il faut regarder évidemment les aspects financiers, mais ça je ne le dis même pas, en général les gens ont l'idée tout seuls. Et après il y a des questions de sécurité. Il faut bien voir qu'en confiant ces données à un tiers, quelque part on prend un vrai risque. Donc on a absolument besoin d'avoir des tiers de confiance qui vont bien protéger ces informations des attaques extérieures, qui sont nombreuses aujourd'hui, on va y revenir, mais également de risques plutôt juridique, on va dire. Et on sait notamment, pour être très cash, que le droit américain est extrêmement intrusif sur la question des données. En gros, les autorités américaines se sont donné les moyens d'accéder aux données qui sont manipulées par tous les acteurs américains. Oui. Donc c'est pas forcément dramatique, hein. Il y a des tas de cas où probablement on peut se dire que c'est un risque à prendre, mais il y a des cas où ça le devient. Pour des données stratégiques, pour des données critiques, pour des opérateurs qui sont d'importance vitale, par exemple, comme on dit dans le jargon technocratique, eh bien, ces données, elles ne doivent pas être accédées par des autorités américaines, fussent-ils des alliés, tout ça, c'est pas du tout le débat, mais simplement, ce sont des données qui sont très sensibles et qui doivent être protégées. Donc, dans le choix, le fait d'intégrer cette sécurité, y compris juridique, est absolument essentiel. Et de savoir, en tant qu'entreprise, si on est une entreprise, une ETI, voire même une PME, qui fait le choix d'un prestataire anglo-saxon, l'aspect juridique n'est pas le même. Exactement. Donc ça, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience, il n'y a pas de panique à avoir. Et évidemment, mais il faut bien faire rentrer tous les éléments, tous les paramètres initiaux dans l'équation avant de faire un choix. La pire des choses, c'est de prendre la même solution que le concurrent ou le partenaire, ou bien parce que le nom est connu, donc c'est rassurant, ou bien parce que c'est le moins cher. Et on sait que dans le domaine du cloud, il y a vite un phénomène d'enfermement qui fait que ça peut être moins cher au début, mais après très addictif, et puis les coûts augmentent ensuite. Il y a parfois des abus de position dominante qui sont souvent constatés par ceux qui y sont allés. Et à l'inverse, tout ça doit être pensé en amont. Ouais. C'est très important. Et à l'inverse, une offre chère, c'est gage de sécurité ou... Non, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment poser les bonnes questions et oser aborder ce sujet de la souveraineté, qui est un sujet complexe, parfois maltraité, objectivement. Mais le fait de se dire, voilà, qui a réellement accès à mes données, ça, c'est une vraie bonne question. Et quand vous êtes client, quand vous bénéficiez d'un service, c'est une question que vous avez le droit de poser, et le droit de poser en amont, certainement. Et donc, le fait de demander aux différents prestataires, aux différents offreurs, mais évidemment, qu'est-ce que vous allez faire de mes données? Qui va pouvoir y accéder? Comment est-ce qu'elles vont être protégées? Ça, ce sont des bonnes questions. Et après, c'est un choix de manager, c'est un choix de décideur, de savoir si on va vers telle ou telle solution, mais il faut bien faire rentrer tous les paramètres dans l'équation initiale.
Vous me précisiez d'ailleurs en préparant cette interview que l'Europe, la réglementation européenne aussi, accompagne ces évolutions-là. Ça va plutôt dans le bon sens, ça va assez vite selon vous? Le sens de l'histoire, il est vraiment vers le fait d'avoir une protection globale des données. L'Europe, comme tout le monde, mais l'Europe en particulier, a compris la valeur de la donnée. Nos partenaires ou nos adversaires l'ont compris également. Ce qui peut mener à parfois des attaques pures et simples au niveau cyber, mais également à des démarches beaucoup plus subtiles, comme des démarches d'application, de réglementation non européenne à ces offres de cloud. L'Europe est en train de bouger, d'abord parce qu'aujourd'hui, parler de souveraineté à l'échelle européenne, c'est encore compliqué, mais c'est plus un tabou. C'est récent, hein. On se serait vu il y a quelques années, j'aurais pas dit ça évidemment parce que c'était un tabou. Aujourd'hui, avec le Covid, avec la crise ukrainienne, avec plein d'autres choses, on voit bien que ce sujet de la souveraineté, il est important. La souveraineté, ce n'est pas le protectionnisme. Donc on peut très bien vouloir maîtriser des systèmes sensibles, notamment dans ces sujets numériques, sans pour autant tourner le dos à nos partenaires, sans pour autant rompre avec toutes les règles de l'OMC et tout ce qui fait que finalement le commerce fonctionne. Mais disposer en Europe de bonnes solutions et ensuite se donner les moyens d'identifier ces bonnes solutions par le biais de certification, ça c'est quelque chose qui a vraiment un sens. L'Europe est en train d'y travailler. Je ne vais pas mentir, tous les États membres ne sont pas totalement alignés. Il y a évidemment des sensibilités différentes. La France est plutôt le pays le plus en pointe sur les questions de souveraineté, mais on s'y retrouve avec pas mal de partenaires. Et puis une fois encore, les éléments récents, que ce soit dans le monde numérique ou dans le monde plus physique, montrent que cette souveraineté européenne, elle est quand même essentielle. Donc la France, elle avance sur deux pas, quelque part, sur deux pieds ou sur deux jambes. D'abord, au niveau national, on a une vraie démarche pour réglementer et faire en sorte d'avoir des solutions. Il faut vraiment les deux, autrement ça ne marche pas. Et à l'échelle européenne, on porte ces mêmes idées pour dire non, mais on est capable de faire, on est capable d'avoir des solutions, et il faut impérativement donner une forme de transparence aux consommateurs européens pour savoir qu'est-ce qu'ils achètent quand ils achètent du cloud. Et ça peut s'appliquer à des particuliers, évidemment, mais surtout à des entreprises. Et c'est ça le point très important. Ne pas attendre que tout le monde soit expert du cloud pour faire les bons choix, parce que c'est évidemment très compliqué, mais bien apporter ces éléments de décision pour que les décideurs puissent faire les bons choix. Et au sein des entreprises, qu'ils soient PME ou ETI, ou grands comptes, il y a un profil particulier. Ça va jusqu'à la direction générale pour ces prises de décision? C'est très important que ça remonte au niveau du COMEX, au niveau de la direction. Ces choix numériques, les choix numériques ne peuvent pas être la croix portée par le DSI. Les choix de cybersécurité ne peuvent pas être la croix du RSSI. C'est un sujet de décision. Très longtemps, on a vu un sujet qui avait du mal à monter parce que très technique, très jargonnant, difficile d'accès pour les décideurs. Moi, j'en ai rencontré plein qui m'ont dit « mais j'y comprends rien, comment voulez-vous que je prenne des décisions ?» Et ça, évidemment, on ne peut pas s'arrêter là parce que un décideur, il est obligé d'intégrer des tas de paramètres économiques, juridiques, de ressources humaines. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, si on n'est pas capable de mettre ces sujets numériques et de sécurité numérique dans l'équation, c'est très dur de prendre les bonnes décisions. Donc, il faut vraiment décomplexer les décideurs pour leur dire que c'est leur sujet, qu'ils ont tout. Il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas, que ça n'entre pas dans leurs équations, et en même temps les responsabiliser, parce que l'impact est tellement important pour l'entreprise que si des mauvais choix sont faits au niveau du numérique et de la sécurité du numérique, c'est la survie de l'entreprise parfois qui peut être en cause. Bien sûr, on en parlait, on va justement approfondir ce sujet avec la notion de fraude. On en parlait un instant avec un trésorier d'entreprise qui a été touché. On entend régulièrement d'ailleurs des annonces de patrons qui ont été l'objet de rançonnage, ce genre de choses. Donc la souveraineté est une de vos principales missions, la sécurité numérique aussi. Et donc auprès des PME et des ETI, à quel type de fraude faites-vous face aujourd'hui? Accompagnez-vous vos clients? Aujourd'hui, il faut comprendre que tout le monde peut être ciblé. Depuis la très grande entreprise, les États sont ciblés, donc vraiment les très grandes organisations sont ciblées, jusqu'aux particuliers. Et ça passe par les ETI, les PME, les hôpitaux, les collectivités locales. Tout le monde est une cible potentielle aujourd'hui. Il y a des menaces qui sont assez invisibles. L'espionnage, typiquement, est une menace assez invisible. Quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Donc on peut avoir l'impression que tout va bien alors que tout va mal. C'est un sujet extrêmement complexe, qui doit être abordé d'abord par les acteurs les plus critiques, évidemment. Les entreprises les plus sensibles, les administrations les plus sensibles sont évidemment les plus ciblées par de l'espionnage stratégique. Des verrouillages spécifiques pour les entreprises stratégiques, c'est ça? Il y a une démarche particulière, parce que quand on est réellement très stratégique, quand on intéresse
de grands États adverses, ça veut dire qu'on va devoir lutter contre de grands services de renseignement qui ont des moyens illimités. Donc ça met la barre extrêmement haut. Donc ça, c'est une catégorie un peu particulière qui est difficile à traiter, mais qui en même temps est complètement stratégique pour un État comme la France. Et on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. C'était d'ailleurs votre rôle. Je faisais partie des gens qui contribuaient au sein de l'ANSSI. L'idée étant bien de protéger la sécurité nationale par ce biais-là. Mais il ne faut pas non plus se focaliser uniquement là-dessus. Ce qui s'est énormément développé depuis quelques années, c'est une activité purement criminelle. Donc là, on n'a pas à faire des États. Bon, parfois, les États sont un peu complices, mais globalement, ce sont des mafias, ce sont des vrais criminels. C'est du crime organisé qui va vers l'attaque informatique parce que c'est pas très compliqué, c'est pas très dangereux et ça peut rapporter énormément. Donc, vous voyez, l'équation, malheureusement, elle est très bonne pour eux. Et le but, il est toujours le même pour eux. Ils vont chercher à rentrer dans les systèmes d'information, ils vont chercher à voler les données, à les chiffrer, à les rendre inaccessibles, à mettre une pression de dingue sur les victimes pour payer une rançon, tout simplement. Et ces rançons, elles sont adaptées. Elles sont adaptées au chiffre d'affaires, elles sont adaptées à la perte. On a affaire à des criminels qui sont très agiles, qui ont compris qu'est-ce qu'ils pouvaient demander à qui. Et ça peut vite être des rançons très élevées. Et ça, c'est extrêmement désagréable, c'est un doux euphémisme. C'est terrible pour les victimes parce que quand vous vous retrouvez comme ça du jour au lendemain, plus aucun système numérique, plus de système de production, vos données clients, vos données stratégiques, tout ça est bloqué avec en même temps la menace que ce soit publié sur Internet, ce qui est toujours très agréable, quand bien même on n'a rien à se reprocher, bien évidemment, ça crée une pression absolument incroyable sur les victimes. Et elles peuvent être de n'importe quelle taille, ces victimes. Ça peut être des PME, des ETI, des grands groupes. Et aujourd'hui, c'est plutôt les PME, ETI qui sont très ciblées, parce qu'elles sont mal protégées, très souvent, elles sont plus faciles à attaquer. Et puis, dans le lot, ça ne coûte pas très cher aux attaquants de mener ces attaques. Et donc, ils peuvent en attaquer plein en même temps. Et puis, quand ça marche, tant mieux. Quand ça ne marche pas, tant pis. Et à la fin, ça peut faire beaucoup d'argent pour eux. Bien sûr. Et quelle approche ils ont? Est-ce que c'est une approche purement technologique, c'est-à-dire qu'ils craquent des réseaux, des logiciels, ou c'est de l'ingénierie? On parle beaucoup de fraude sociale. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on se fait passer pour le patron, pour l'avocat, pour le fournisseur, le client. C'est ça. Très souvent, l'attaque initiale passe par un mail piégé. Ces fameux mails de phishing. Vous recevez un mail qui vous incite à cliquer sur un lien ou à cliquer sur une pièce jointe, ce qui est la première étape qui va permettre ensuite pour l'attaquant de rentrer dans le système d'information et après de se propager pour en prendre le contrôle. Donc ça nécessite de former les personnes, de les former de manière très, très bienveillante, parce qu'on peut tous faire des erreurs, évidemment, mais enfin, moins on fait d'erreurs, plus c'est compliqué pour les attaquants. Donc vous recevez un mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas avec un truc totalement abscon et tout ça. Évidemment, on ne va pas par curiosité aller quand même voir le lien ou aller voir le... Donc ça, c'est à peu près en place. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nos escrocs, ils ont progressé également. Ils ne font plus d'erreurs de fautes d'orthographe, comme dans le passé. Ils ont appris le français, voilà, ou alors ils ont des correcteurs orthographiques. Et puis, il y a tellement de données qui ont été perdues au fil du temps, qui sont dans la nature, on va dire dans le dark web. Bon, enfin, dans le dark web, il n'est pas si dark, il est assez facile d'accès, ce dark web. Ouais. C'est assez facile d'aller trouver des données, par exemple, qui vous concernent, pour crédibiliser un message. Je prends juste un exemple pour fixer le sujet. Quand des hôpitaux sont attaqués, alors c'est très grave parce que les hôpitaux sont bloqués pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc tout le monde comprend que c'est dramatique. Bien sûr. Les données de santé sont volées. Et qu'est-ce qu'on fait avec des données de santé? Bon, typiquement, si vous recevez un mail d'un hôpital où vous êtes allé, avec votre numéro de sécurité sociale, avec référence à des examens que vous avez pu faire, vous allez le croire, ce mail. Donc s'il y a un lien à cliquer, vous allez cliquer dessus. Donc toutes ces attaques, elles se combinent d'une certaine manière, de manière à créer des escroqueries qui sont 2.0, 4.0, appelez-les comme vous voulez, mais des escroqueries numériques. Ça reste des escrocs comme il en a toujours existé, mais qui bénéficient énormément à la fois des données, qui sont beaucoup plus massifs qu'avant, et puis des moyens numériques qui permettent d'accéder à peu près à n'importe qui. On comprend en vous écoutant que la transition numérique crée un nouveau monde qui lui-même nécessite du coup d'être plus averti et d'être plus protégé. C'est une médaille à deux faces, c'est beaucoup de positif qui vient avec le numérique, mais on ne peut pas avoir que ce côté de la médaille. Il y a ce côté négatif, ce côté noir, qui nécessite d'intégrer dans toutes les stratégies, d'intégrer dans les décisions le fait que la sécurité numérique doit être positionnée au bon niveau de priorité. Et évidemment, mon avis, que ce niveau de priorité il doit être assez élevé. Et beaucoup de communication en interne ? Bien sûr. C'est ce qu'on l'évoquait. La communication, la sensibilisation, une fois encore bienveillante, parce que tout le monde peut se faire avoir. Le fait d'associer les collaborateurs à la sécurité de l'entreprise. La sécurité, elle ne doit pas être subie. On a tous râlé quand on nous demande de choisir un mot de passe de 12 caractères, machin truc.
très, très agréable évidemment, mais le fait d'aller expliquer pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut faire attention au mélange entre les moyens informatiques personnels et professionnels, pourquoi il ne faut pas, si c'est interdit de faire quelque chose, pourquoi ça a une bonne raison. Donc le fait de transformer les collaborateurs en acteurs de la sécurité, et pas en Gaulois réfractaires qui râlent après les règles de sécurité qu'ils ne comprennent pas, oui. Ça c'est vraiment un enjeu et c'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, c'est un enjeu de l'entreprise. Ça doit être porté par l'entreprise et les premiers qui doivent montrer l'exemple, ce sont les dirigeants. Les dirigeants. Ce n'est pas toujours le cas. Le message est passé. Merci infiniment, Guillaume Poupart, pour votre éclairage et on suivra ces évolutions. Merci encore. Merci à vous.